pense que Xavier n'a pas de chance de passer à la télévision, enfin dans les médias officiels avec de tels propos. Mais c'était fort intéressant, instructif. En tout cas, je remercie donc ER Nord de cette invitation, en sachant que d'une certaine manière, cela tombe bien, puisque excusez-moi, c'est un côté un peu danse du ventre, mais je sors un bouquin dans quelques jours, enfin qui sort à partir du 10 juin. Le livre, c'est l'Atlas du mondialisme, aux éditions Le Retour aux sources, qui sera disponible sur Contre-Culture. Et c'est un livre qui va peser lourd d'une certaine manière, parce que je crois qu'il se rapproche, des 2 kilos, si ce n'est pas 1,7 kg, 1,8 kg, parce qu'il y a à peu près 300 pages, je crois que c'est en papier glacé, donc déjà ça pèse ça alourdit le livre, avec une couverture cartonnée, et il y a 7 chapitres de cartes et 7 chapitres de texte. Et dans ce livre, Atlas du mondialisme, je peux dire que c'est la première fois qu'un ouvrage de ce style est fait, car ce n'est pas l'Atlas de la mondialisation, qui est un phénomène naturel qui existe depuis, en gros, les Cro-Magnons, enfin depuis en tout cas toute activité humaine existe, échange de biens matériels, financiers, simplement qui se développe avec le développement technique. C'est l'Atlas du mondialisme où j'ai voulu véritablement cerner la tournure d'esprit de ceux qui jouent un rôle important, même capital, dans les strates élevées de la société française, allemande, anglo-saxonne, sur des siècles, et de voir ensuite les répercussions politiques et religieuses, parce que ça va ensemble. Et le sujet m'a tenu à cœur, et j'avoue que je suis allé, je crois, au maximum des possibilités en fonction des informations officielles. Il y a à peu près 600 notes de bas de page, donc j'ai voulu que ça soit bétonné. Voyez-vous, je commence par cette petite incise. Dimanche dernier, j'ai prononcé un petit topo très rapide chez Vitas, et j'ai raconté le coup de Macron, la soirée de sa victoire, où il se présente avec d'abord l'Ode à la joie, et ensuite la pyramide. Alors déjà, l'Ode à la joie, aimant particulièrement la musique classique, Beethoven, enfin tous en fait, l'Ode à la joie, lorsque je me suis intéressé, il y a quelques années de ça, au Talmud, à la Kabbale, il y a des mots-clés qui reviennent. Et il y a un mot en particulier qui remonte à un grand réformateur juif, un rabbin, le rabbin Luria du XVIe siècle, qui parle des étincelles de divinité. Et lorsque Macron s'est présenté avec donc l'Ode à la joie, l'œuvre de Beethoven, qui est à la fin qui est chantée, il y a le fameux poème donc qui est chanté, qui en fait n'est pas de Beethoven, mais repris d'un poète allemand qui s'appelait Schiller. Et dans l'œuvre de Beethoven, vous avez l'expression Götterfunken, littéralement les étincelles de divinité. Et c'est une expression lourianique, du XVIe siècle, qui consiste à détruire ce qu'ils appellent les kélipotes, la kélipa, les kélipotes, c'est-à-dire les impuretés, ce qui est mauvais, contraire à l'idéal du Talmud, contraire à l'idéal du judaïsme, et à permettre aux étincelles de divinité, qui sont à la fois une part de l'Ensof, c'est-à-dire de Dieu, la présence de Dieu sur terre, mais aussi des âmes qui doivent être libérées pour permettre la rédemption complète, totale. Donc c'est très intéressant de voir que Macron s'est présenté avec donc l'Ode à la joie, qui n'est pas uniquement une œuvre de Beethoven, mais aussi qui s'appuie sur des référents de la Kabbale. Entre autres, vous avez dans le poème de Schiller, donc c'est le XVIIIe siècle, qui était très lié aussi à Goethe, tout ce milieu maçonnico-poético-littéraire allemand, vous avez des propos du style, dans le poème en version allemande, ce Dieu qui se cache, enfin qui est au-delà de la voûte céleste. Et là, c'est typiquement la Kabbale, puisque dans la Kabbale, vous avez le Dieu caché, puis vous avez le Dieu mauvais, le démiurge. Et là aussi, vous retrouvez à un moment donné dans le passage le chérubin qui se tient devant Dieu. Der Cherubini steht vor Gott, dans la version originale. Et c'est typiquement le nom qu'avait Lucifer avant sa chute. Donc c'est très intéressant de voir que Macron a utilisé cette œuvre de Beethoven, l'Ode à la joie, donc choisie à l'origine comme hymne européen,
C'est la marque de fabrique. Au même titre, vous avez le Parlement européen, qui est la tour de Babel, tronquée. Évidemment, il y a des raisons. Et après, ça va de soi, le coup de la pyramide, mais ces trucs, là, tout le monde a pigé. Mais l'Ode à la joie, je pense que personne n'a pigé, n'a compris que c'était l'hymne européen. En fait, hymne européen inspiré d'un poème de Schiller, qui lui-même s'inspirait de principes de la Kabbale. Et donc, ce bouquin a consisté à voir, dans 7 chapitres, la construction européenne avec l'aspect ethnique, l'aspect avec les conséquences politiques et économiques, les fonds structurels, la coopération transfrontalière, avoir aussi un très gros morceau du mondialisme qui est le monde américain. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le monde américain, lui aussi, doit s'intégrer à cette gouvernance mondiale. Le monde américain est actuellement subdivisé en 50 États, Texas, Arizona, etc. Mais il faut savoir que ce monde américain, dès les années 30, les technocrates de l'époque, profitant de la crise de 29, dans le cadre du New Deal de Roosevelt, ont mis en place des structures pour fractionner le territoire américain. Alors, au début, c'était en 12 blocs. Puis en 1935, il y a une autre carte. Vraiment, il y a des cartes inédites qui se trouvent dans ce livre, où le territoire américain est subdivisé en 9 blocs, au lieu des 48 États de l'époque, parce que l'Alaska et les îles Hawaï ont été rajoutés après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, vous avez eu des subdivisions, et vous avez en particulier le président Nixon, qui a joué un très grand rôle dans la mise en place d'une subdivision de l'État américain pour l'intégrer dans une gouvernance mondiale en préparation. C'est entre autres l'Executive Order 11647, qui subdivise les États-Unis en 10 États fédérés. Et ce modèle a été repris pour ce fameux institut américain qui s'appelle la FEMA, dont l'objectif est de gérer toutes les crises. Et donc c'est très intéressant de voir qu'il y a une structure politique, administrative qui a été mise en place aux États-Unis pour fracasser les États-Unis, l'État américain, en vue de l'intégrer à une gouvernance mondiale. Et pour le moment, Trump a conservé exactement l'organisation et le projet. Et donc j'ai vu ça, et véritablement, je pense que ça devrait intéresser plus d'un, puisque le dernier document que je cite subdivise les États-Unis non plus en 10, mais en 7 blocs, en lien avec le Canada et le Mexique. Et il date de 2016, ce document il est tout récent. Les 2 derniers chapitres, j'ai fait une étude sur le sionisme. Theodor Herzl. J'ai lu ses carnets personnels. Je pense qu'il y a très peu de personnes à avoir lu ses carnets personnels. Antisémite carabiné. Non, je suis curieux. Non, Herzl était un antisémite. Oui, je pense. Selon les critères. Déjà, vous savez, le mot sionisme, il faut... Bon, officiellement, la première réunion sioniste a lieu en Suisse, à Bâle, en 1897. Il faut savoir que l'expression sionisme, c'est un juif autrichien qui, dans les années 1890, a inventé ce mot. Il s'appelait Nathan Birnbaum. Et ce chapitre 6 est lié au chapitre 7, qui est, et ça c'est le travail qui m'a fait transpirer le plus, où j'ai décidé, je crois que c'est la première fois que ça a été fait, de faire une étude complète de qu'est-ce que le judaïsme avant le Christ et le nouveau judaïsme à partir de l'an 100, pour donner un chiffron, avec tout ce qui est Talmud, Mishnah, Gemara, l'influence de la gnose, et d'expliquer, avec les 6 époques de la Kabbale, toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui, en lien avec les grands événements politiques et religieux. La Réforme, la Renaissance, la Révolution de 89, le communisme, le nazisme, jusqu'à aujourd'hui. Et de montrer que les grands événements, comme 2 roues crantées, vont de pair avec l'évolution de la Kabbale. J'ai pu le prouver. Et pour cela, je me suis payé la lecture d'un homme éminent, d'un juif allemand, citoyen israélien, Gershom Scholem, qui a expliqué ça d'une manière extraordinaire. Mais, je vous le dis tout de suite, pour lire ces ouvrages, vous prenez un verre d'eau, Aspro, crayon, papier et livre, et vous prenez des notes, et il y a des moments où vous arrêtez. Je peux vous dire que plus d'une fois, arrêtant à 2h, 3h du matin, je posais le bouquin et j'en avais
Mahr et j'étais Mossad. J'étais... Au moment où je prononçais le mot, je me dis merde. Dans le sens de mauvaise humeur. Parce que, sincèrement, pour rentrer dans leur monde, ils sont tordus. Je le dis en toute franchise, parce que pour comprendre l'évolution vraiment de cette pensée, avec ses répercussions politiques, pour comprendre par exemple l'esprit de la Renaissance, qui est préparé en amont avec, entre autres, Pic de la Mirandole, mais vous avez aussi Marcel Ficin, vous avez eu Reuchlin, vous vous rendez compte de l'influence de Maran et entre autres d'un Maran, donc d'un juif faussement converti au catholicisme, qui s'appelait Junius Mithridate, ça c'est son nom, son vrai nom c'était Samuel Benissim Abdul Faraj, un juif sicilien. C'est très intéressant de voir ce travail de sape d'élite juive auprès des élites européennes, et à l'époque du style Pic de la Mirandole, et de voir ensuite les infiltrations au niveau des États politiques en France, d'abord en Italie, en France, puis dans le monde britannique, enfin le monde anglais. C'est très intéressant de voir cette infiltration, cette bascule, qui annonce ensuite des réformes profondes avec la fameuse réforme lourianique du XVIe siècle et l'étude de deux grandes hérésies juives absolument capitales à comprendre, celle du XVIIe siècle avec Sabbatai Tzvi et l'autre au XVIIIe avec Jacob Frank. Je peux vous dire que j'ai eu la chance d'avoir, en particulier pour Jacob Frank, des informations de première main qui n'ont jamais été publiées. J'ai eu la chance d'avoir ces informations avant qu'elles ne soient publiées maintenant, puisqu'il y a l'ouvrage en question. C'est un ouvrage, et je fais de la publicité, ne serait-ce que pour remercier la personne qui m'a fait confiance, que je ne connais pas, mais qui m'a fourni ces documents. C'est l'ouvrage d'un juif polonais qui s'appelait Alexandre Krauss-Haar, 1843-1931, qui est un avocat, un journaliste, et qui a fait l'étude extraordinaire sur cette hérésie juive du XVIIIe siècle, qui est celle de Jacob Frank, et de ses répercussions au niveau de l'État autrichien, quand je dis l'État autrichien, l'empereur, et de la famille du tsar. Ouvrage extraordinaire qui vient d'être traduit en français aux éditions HAD, H-A-D-E-S, c'est pas Hades, je crois que ça se prononce HAD. Le livre, il est disponible sur Amazon en 2 tomes, en tout 800 pages. Ce Alexandre Krauss-Haar a eu les pièces d'archives de l'époque. Et chose très intéressante, ayant lu quasiment tous les livres de Gershom Scholem parle d'Alexandre Krauss-Haar comme la référence absolue concernant Jacob Frank et des répercussions immenses, je dis bien immenses, entre autres sur le sionisme, sur notre monde. Et lorsque j'ai eu ces documents avant leur parution officielle, je me disais, Gershom Scholem a dû, le piller avant l'heure. Et je me suis rendu compte que Gershom Scholem s'est bien gardé de citer certaines choses inédites des livres, des 2 tomes Krauss-Haar, entre autres sur les sources de financement de la famille Jacob Frank. Et parmi les sources de financement, il y avait la famille Rothschild. Gershom Scholem dit, en particulier en parlant des travaux de Krauss-Haar, qui donc s'appuyaient sur les archives de l'époque, que ce sont des archives extraordinaires qui n'existent plus parce qu'elles ont été détruites par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Mais les travaux de Krauss-Haar m'ont permis d'aller plus loin. Il m'a été possible, grâce à un nom que Krauss-Haar cite, de faire une découverte, j'avoue, absolument extraordinaire sur le rôle de la famille Frank, donc fin 18e, début 19e siècle. Alors, il y a Jacob Frank et sa fille Ève, de son vrai nom Rachel, à l'origine. Une découverte extraordinaire sur les sources de financement en lien avec la famille impériale autrichienne, la famille impériale russe, Napoléon, le roi de Prusse, et, entre autres, sur le rôle éminemment important du petit cousin de Jacob Frank,
À l'époque, il s'appelait son premier nom Moses de Bruschka. Ensuite, il a changé de nom en Franz Thomas von Schoenfeld. Ensuite, il a pris un nom plus ou moins latinisé, Junus Frey. Il a joué un rôle très important dans la Révolution française. Il m'a été possible, grâce aux informations extrêmement précises de Krauss-Haar, d'aller encore plus loin dans la découverte de certaines informations. Le livre de Krauss-Haar est sorti à l'origine en 1895. Et d'ailleurs, il m'a été possible, pour mon livre Atlas du mondialisme, de présenter, entre autres, le tome 2, la couverture du tome 2 de 1895, l'original. Comme ça, indirectement, pour montrer aux lecteurs hésitants que la source, je l'ai. Je ne vais pas plus loin, mais je peux vous dire que c'est absolument capital, car ça a déterminé tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, entre autres, en particulier avec le Consistoire de Paris, qui va jouer un très grand rôle, puisqu'on y trouve pas mal de Rothschild en plus, et en lien avec le sionisme. Alors, quand on parle du sionisme et de Theodor Herzl, il faut savoir que celui qui lance véritablement le sionisme, ce n'est pas Theodor Herzl, c'est même pas un Rothschild, qui s'appelait Edmond Rothschild, qui déjà possédait des territoires en Palestine. C'est un rabbin qui, je vais vous donner la date, en 1836, a impulsé l'idée de colonisation juive en Palestine, en rédigeant une lettre où il propose tout le programme de migration juive en Palestine et créer un État juif. Et la lettre était adressée à qui ? 1836, à la famille Rothschild de Berlin. J'ai mis toutes les preuves, toutes les références. Je pensais bien que pour ce genre d'informations, on... Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez eu, dès le départ, une bagarre à mort entre juifs. Voyez-vous, c'est ça qui m'a frappé en lisant les livres de Gershom Scholem. C'est que, je vais être extrêmement synthétique et volontairement court, mais profitez d'avoir le livre quand il sortira, Contre-culture, voire même n'hésitez pas à aller sur le site Retour aux sources, il est en prévente. Ce qui m'a toujours frappé, en fait, il y a un nouveau judaïsme qui s'est créé vers l'an 100. Et celui qui lance la création de ce nouveau judaïsme, c'est un rabbin, le rabbin Akiba, et qui va soutenir la révolte d'un juif qui s'appelait Shimon Bar Kokhba, qui va se révolter donc contre l'occupation romaine, et il va, Shimon Bar Kokhba, lui et ses hommes, ils vont nitrater, anéantir toute une légion romaine. Et l'empereur romain de l'époque, l'empereur Hadrien, va mobiliser entre un tiers et la moitié de l'armée romaine pour avoir sa peau. Et Shimon Bar Kokhba et ses hommes vont se retrancher dans la forteresse le nom est bien connu peut-être pour certains, la forteresse du Bétar. On est en 135 après Jésus-Christ. Et c'est très intéressant d'étudier cette époque. Pourquoi ? Parce que ce Shimon Bar Kokhba, petite remarque, l'État d'Israël en a fait un timbre en 1961. Ce Shimon Bar Kokhba se présentait comme le Messie. Il voulait la reconstruction du temple, qui avait été détruit en 70 après Jésus-Christ par les troupes de Titus, et il était soutenu par certains rabbins, entre autres le rabbin Akiba. Et ce que montre Gershom Scholem, c'est que vous avez deux factions au sein du monde juif. Je dis l'ensemble pour faire un chiffre rond, jusqu'à aujourd'hui, enfin le monde sioniste de Theodor Herzl, où vous avez deux factions qui s'opposent, et en fonction des siècles, vous avez une faction qui s'impose à l'autre. Vous avez une faction, et c'était le cas de Shimon Bar Kokhba, qui dit qu'il faut forcer la main à Dieu pour créer l'État d'Israël et, à son époque, foutre à la porte les Romains et reconstruire le temple. Et vous avez l'autre faction juive qui dit on n'a pas à faire une clé au bras à Dieu, les choses doivent se faire elles-mêmes, c'est Dieu lui-même qui permettra la remise à l'honneur de l'État d'Israël et la gloire d'Israël. Et ces deux factions-là s'opposent au cours des siècles. Et
le monde sioniste, et Theodor Herzl en est la figure de proue, c'est la faction, j'allais dire, à la Shimon Bar Kokhba, qui veut forcer le trait et qui veut forcer vraiment Dieu à agir pour permettre la création de l'État d'Israël. Et c'est si vrai que lorsqu'on parle du sionisme et de la première réunion sioniste en Suisse à Bâle en 1897, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'origine, le premier congrès sioniste aurait dû avoir lieu, non pas à Bâle, mais en Allemagne, à Munich. Et la chose ne s'est pas faite. Pourquoi ? Parce que les rabbins de Munich, qui appartenaient à l'autre faction, c'est-à-dire celle qui dit « on ne doit pas forcer Dieu », s'est opposé mais violemment à l'autre faction représentée par Theodor Herzl pour empêcher cette réunion sioniste de Munich. Donc, de guerre-là, se sont rabattus à Bâle. Donc c'est très intéressant de voir, et c'était la raison de cette étude, d'expliquer toute cette évolution entre donc la première tentative avec Shimon Bar Kokhba jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pu apporter, j'en parlais tout à l'heure avec quelques personnes, des preuves. Alors je pense que l'information n'a jamais été divulguée. Si la chose a été faite, du moins en langue française, si la chose a été faite, à mon avis, elle a dû se faire vraiment de manière très très faible. Voyez-vous, on est au centenaire de la déclaration Balfour. Alors je rappelle que la déclaration Balfour devrait en fait s'appeler déclaration Milner, et c'est le Carroll Quigley, d'ailleurs il y a quelques exemplaires là. C'est Carroll Quigley qui a expliqué que le véritable auteur de la déclaration Balfour, c'est Alfred Milner, qui était le bras droit de Cecil Rhodes. Donc officiellement, c'est Balfour qui lance donc la création en 1917 de la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine. Et vous avez à la même époque la bascule des États-Unis du côté des Français et des Anglais. Officiellement, non, la liberté, bon, ça, ce baratin habituel, bon, pas de raison, en fait, parce que j'ai trouvé le document officiel du gouvernement britannique. Évidemment, la référence dans le livre, je ne vous dis pas cette référence, vous patienterez quelques temps. C'est un rapport d'un gouvernement britannique de 400 pages, pages 23 et 24, ça m'a tellement marqué, je me rappelle toujours de ce passage, qui explique, et celui qui le dit, c'est le Premier ministre anglais de l'époque, Lloyd George, Premier ministre de 1916 à 1922, qui explique que les Juifs français, anglais et américains ont fait pression sur l'administration Wilson, président américain, en disant « Si vous nous promettez la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine, vous avez notre soutien complet, entre autres la bascule des États-Unis, du côté de la France et l'Angleterre. » Et Lloyd George précise que la chose s'est faite, ils ont tenu parole, c'était sa phrase. Et ce document officiel du gouvernement britannique qui date de 1937 ajoute cette chose extraordinaire qui ne m'a pas étonné, mais le fait de le lire, ça marque. En fait, ce document montre qu'il y avait une guerre à mort entre deux factions juives. Les sionistes français, anglais, américains, qui soutenaient l'idée donc d'un foyer juif en Palestine, qui faisait une guerre à mort aux sionistes allemands, qui eux voulaient un foyer juif en Palestine, mais là, non pas sur la direction de la City de Londres, mais sous la direction de Berlin. Et ce que j'ai pu montrer, c'est qu'avant la guerre de 14, la fameuse ligne ferroviaire du Bagdad-Ban, qui partait de Hambourg et qui devait aller jusqu'à traverser donc l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, les Balkans, et l'Empire ottoman jusqu'au Koweït, avait pour objectif de diriger, de mettre en place un bloc économique sous la direction de Berlin, de préparer le contrôle de la production et de l'acheminement du pétrole de la région de la Mésopotamie, Kirkouk, enfin l'actuel Irak, en sachant qu'à l'époque, avant la guerre de 14, il n'y avait aucun gisement exploité. Ils ne seront exploités qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais c'était un travail de très longue haleine. Et que, en fait, Theodor Herzl va jongler entre les sionistes allemands et le monde sioniste français-anglais et en arrière-fond américain.
Et en fait, c'est le monde sioniste français, anglais, américain qui va remporter la mise. C'est vraiment passionnant. Et c'est si vrai que quand on lit les carnets personnels de Theodor Herzl, l'empereur allemand Guillaume II était parfaitement au courant de cette bataille, puisqu'à un moment donné, lors d'une soirée mondaine, devant tout le monde, il s'adresse à un ami de Theodor Herzl, qui présente les ambitions de Herzl, et Guillaume II lui dit devant tout le monde, « Dites-moi, les Rothschild ne seraient pas derrière tout cela ?» Très intéressant de voir cette bataille. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les événements d'avant la guerre de 14, c'est exactement la même chose aujourd'hui avec ce qui se passe au Proche-Orient. C'est-à-dire que vous avez une étape qui a consisté à créer un foyer juif en Palestine, qui ensuite allait permettre la création de l'État d'Israël en 1948. Mais la finalité, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est de vouloir créer le grand Israël avec les implications politiques et puis énergétiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, ça va de pair avec l'Ukraine et la Crimée. Lorsque vous lisez des documents, vous verrez ça dans le livre, en fait, vous avez une bagarre entre clans juifs, entre d'un côté le monde occidental, pour faire court, et le monde juif russe, entre ceux qui soutiennent le projet du retour des Juifs en Ukraine et en Crimée, parce que c'est un territoire khazar. Et ils appellent cela la seconde Judée. Donc c'est très intéressant de voir ces bagarres entre clans, avec des raisons d'ordre spirituel, politique, stratégique, énergétique. Tout ça, ça va ensemble. Et c'est très intéressant, je suis tombé sur un document israélien en langue anglaise, où vous avez un compte-rendu de la visite de Vladimir Poutine en 2012 en Israël, où Vladimir Poutine prie devant le mur des lamentations. Je reprends exactement ce qui est écrit, document officiel, avec un livre de prière russo-hébreu, et il ajoute qu'il a prié pour la reconstruction du temple. Et vous avez eu, en 2004, le rétablissement du Grand Sanhédrin. Il suffit de lire le livre de Charles Anderlin, il raconte tout ça, qui était l'ancien journaliste pour France 2, pour Israël, enfin pour la France et Israël, qui raconte que le porte-parole du Sanhédrin, qui s'appelle Hillel Weiss, je crois que c'est son nom, j'ai un petit doute, enfin peu importe son nom d'ailleurs, a adressé à la fin de l'année 2016 un document à Poutine et à Trump pour leur demander de reconstruire le troisième temple. Le problème, c'est que pour reconstruire le troisième temple, il y a la mosquée Al-Aqsa, ce qui pose un léger problème. Et donc c'est très intéressant de voir ces bagarres entre clans juifs au nom de la Russie d'un côté. Je pense à un document que j'ai cité, que vous trouverez dans le livre, « Pourquoi les juifs d'Ukraine, qui sont soutenus par l'Occident, sont-ils en guerre contre les juifs russes ?» sous-entendu les Loubavitch de Poutine. C'est très intéressant de voir ça. En fait, ce sont des bagarres, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement la même bagarre entre clans juifs avant la guerre de 14. Je ne vais pas plus loin. Ce livre, si je vais quand même apporter une petite information, il faut bien comprendre que les éléments politiques, énergétiques, stratégiques et spirituels sont liés. Il y a un document, je savais qu'il existait, et j'ai eu une chance de trouver ce document extraordinaire que j'ai mis dans son intégralité en anglais. J'ai repris les passages importants que j'ai expliqués, du rôle des Juifs dans Vatican II, avec photo à l'appui d'un document qui vient en plus de chez eux. La preuve, mais vraiment façon tarte à la crème. Il y a une personne dans cette salle qui le connaît, qui a vu le document. C'est bien simple, je vais même l'envoyer aux représentants de la fraternité Saint-Pédis, ça leur fera peut-être du bien pour éviter leur connerie de ralliement avec le pape François. Voilà, donc pour vous dire que c'est un travail Atlas du mondialisme,
véritablement des informations nouvelles, des preuves irréfutables pour décrire l'origine des mots, MAEX, leur évolution et la finalité, où on est arrivé dans la dernière ligne droite avec notre ami Macron, entre autres, qui est un soldat, un pion dans l'histoire, mais qui a son rôle à jouer, de parachever tout ce qui est construction européenne, elle-même avec la finalité de créer une gouvernance mondiale avec ces fameuses lois Noachid, qui, je le rappelle, ont été adoptées par le gouvernement américain le 26 mars 1991 dans le cadre de l'Education Day. Donc c'est très intéressant de voir cet aspect politique et spirituel, ça va ensemble. Et donc peu importe vos convictions politiques religieuses, je pense que cet ouvrage devrait intéresser plus d'un. Je vous remercie.